Merci beaucoup, Eric, président de la Coalition des finances. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du boulot que ça représente, qui se retrouve ici à 22 heures à peu près, à Guyancourt, à 40 km de Paris, à faire un discours pour motiver les gens. Si la qualité de militants, je te renvoie là-bas, je crois qu'il y en a deux au moins dans cette salle. Voire bien plus, évidemment. Je tiens à excuser Nadège Abou-Mangoli, qui devait être parmi nous ce soir, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et je vous souhaite un bon rétablissement. C'est pour cela qu'elle n'est pas avec nous ce soir. Mais merci aussi à Sandrine Rousseau. Alors, nous, c'est Juliette qui l'a contactée. Vous l'avez vu, Juliette Marius, ici. Franchement, parmi tous les écologistes que tu aurais pu ramener, c'est celle-ci, on était très contents de l'accueillir. Souvent, on se retrouve dans les débats face à la droite, mais aussi au sein de la gauche, c'est souvent elle qui, des fois, rattrape un peu le coup. Merci à Liba. On ne se connaissait pas avant ce soir, mais force est de constater qu'on est fait du même bois. Et je voulais lui confirmer quelque chose ici, bien sûr. Vive la lutte du peuple palestinien. Vive son autonomie, son indépendance. Et vive la paix. Merci enfin aux nombreux candidats et candidates insoumises qui sont venus ce soir apporter leur soutien du département. Alors j'ai vu Sylvain Rouquette à Montilly, juste ici. J'ai vu Gilles Bompard à Plaisir, qui va nous faire passer la vie à gauche, enfin. J'espère ne pas en oublier, qu'il y a Dalal qui est passé tout à l'heure. Ah, et Kenza Sakat de Mantes-la-Jolie. Enfin, il faut que Mantes-la-Jolie revienne à gauche. Kenza qui a peut-être tout cadeau avec elle derrière en plus de ça. Ça faisait des années que je pense le système médiatique n'avait pas autant tapé sur un mouvement d'opposition à la France insoumise. Je pense que c'est plutôt bon signe. Et qu'en plus, dans le même temps, l'ensemble du système met des milliards d'euros à essayer de nous démonter. On n'a jamais déposé autant de listes dans les municipalités. Je suis un des 500 candidats tête de liste de la France insoumise. Mais, vous voyez le petit logo là, il n'y a pas écrit France Insoumise. Je ne suis pas le candidat de la France Insoumise. Ou plutôt, pas que. Je suis le candidat de l'Union populaire et écologique à Guyancourt. Alors sur cette liste, je retrouverai des insoumis, bien sûr, moi le premier, mais aussi des écologistes. Certains membres du parti qui portent le même nom, et d'autres qui ne sont pas membres des écologistes, mais qui se reconnaissent dans l'étiquette. Je pense à M. Pareja, qui nous a fait plaisir d'animer ce meeting, qui était candidat la dernière fois, ou peut-être, et avec qui j'ai eu l'honneur moi-même d'être élu au conseil municipal. Il était adjoint à la démocratie permanente. Bon, il a prouvé qu'en la matière de compte, il n'était pas. Aujourd'hui, il est avec nous, et j'en suis ravi. Gaiement, il vote de l'opposition municipale du Vaudois, avec le groupe Réveil Citoyen, Samba Yangane, Adi Mamed, Saïd. Vous l'avez entendu tout à l'heure, lorsqu'ils ont voulu rendre hommage à une victime d'un attentat islamophobe, ou lorsqu'ils ont voulu faire entendre le droit du peuple palestinien et l'importance de le soutenir, ils ont eu une fin de non-recevoir. Et aujourd'hui, ils sont avec nous, et j'en suis ravi. Et c'est le refus de la recherche du compromis avec le reste de la gauche qui fait que celle-ci se retrouve aujourd'hui sur notre liste. Je vous dis une anecdote, l'élection municipale n'est même pas encore commencée, parce que c'est le 15 mars, vous savez, que nous avons déjà le deuxième plus gros groupe au conseil municipal à Guyancourt. Alors, on n'a pas formé le groupe, des élus comme Samuel Torero, Alain Astri, Brice Agaoui, Caroline de Boer, Jean-François Rangard ont refusé l'exercice solitaire du pouvoir et sont aujourd'hui avec nous, et j'en suis ravi. Mais si cette nuit une véritable union populaire, c'est que durant notre campagne, nous avons agrégé toutes celles et ceux qui menaient des combats au service de l'intérêt général sur notre ligne. Je pense à Jacques, qui est intervenu tout à l'heure. Ce monsieur,
il a aidé des habitants à se réapproprier l'espace public. Des terrains qui autrefois n'étaient pas entretenus, il a ramené des jeunes, des moins jeunes du quartier, au Pont-Joutoir, et il leur a dit « et si on en faisait une zone cultivée ?» Je pense à Lino. Je l'ai pas croisé aujourd'hui, Lino. Il est là ou pas? Non, on n'est pas là. Ouais, il est malade, je crois. Lino Sandweiss, qui est sur notre liste et qui, dans son association Le Locataire, Cogaren, a organisé l'ensemble de ses voisins. Parce que le bailleur n'entretenait pas les immeubles. Elle a fait signer des pétitions, elle a mobilisé les gens, elle leur a fait des courriers. Elle est sur notre liste et elle nous a dit, dans ce qu'on lui a proposé, « Mais attendez, mais qu'est-ce que ils attendaient de moi si je me trouve élu ?» On lui a répondu avec Samba, de faire la même chose que tu fais dans ta résidence, mais avec toutes les résidences de la ville. Et justement, je voulais commencer mon intervention par vous parler de la question du logement. Je vais vous dire une chose, aux bailleurs sociaux et aux bailleurs privés qui n'entretiennent pas leurs biens sur la ville de Guyancourt, eh bien, si c'est nous qui remportons l'élection, on peut les garder, parce qu'on ne va pas vous lâcher. Comment peut-on accepter que des familles qui paient 800, 200, 1000 euros de loyer par mois, qui est froid l'hiver, et des infiltrations dans le dos, dans les murs, des cafards, de l'humidité ou encore des ascenseurs en panne. Alors si nous l'emportons, nous ne laisserons plus les locataires seuls face à leurs propriétaires. Car on sait très bien comment ça se passe. Je vais vous parler d'une dame, j'en parlais à la dernière réunion publique, mais ça m'a vraiment marqué. Je toquais à sa porte. On a fait beaucoup de porte-à-porte. Il y en a beaucoup à qui on a toqué à la porte, je pense, ici ce soir, c'est pour ça qu'ils sont là. Elle me disait, mes murs sont tellement moisis que les radiateurs de l'appartement ont fini par tomber. Et lorsque j'ai fait un courrier au bailleur, sa réponse a été, c'est parce que vous avez sauté dessus, madame. Donc le bailleur lui a répondu un truc complètement humiliant. Et cette situation, c'est la situation de tous les locataires en vérité qui font des courriers à leur bailleur. C'est toujours de la faute de quelqu'un pour eux, mais certainement pas de leur faute et de la faute du manque d'entretien. Et à chaque fois, les locataires se retrouvent seuls face à leur bailleur et demain, nous voulons qu'ils soient accompagnés. Donc nous créerons un observatoire municipal du logement. Concrètement, c'est la mairie qui dépêchera des agents dans l'ensemble des immeubles, dans l'ensemble des maisons, et que ces agents feront un état des lieux de votre logement. Ils verront avec vous où est-ce qu'il y a des soucis, des problèmes dans les mesures, des problèmes d'isolation, et qui derrière, nous, on prendra le relais avec des éléments objectifs, quantifiés, documentés, prouvés, et on dira au bailleur, stop, ça fait crapaud. Avec nous, vous aurez une municipalité de combat sur la question de l'entretien du logement social et vous ne serez jamais laissé seul face à votre bailleur et vous aurez une mairie qui vous soutiendra. Le deuxième point sur le logement, c'est la question de la construction de logements abordables. Un de mes opposants, M. Barry, de la droite, souhaite ramener à 30% le taux de logements sociaux sur l'habit. Il trouve qu'il y en a trop à Guyancourt. Et quelle a été ma surprise en recevant le programme de M. Morton? Non seulement il ne parle pas de construction de logements sociaux, mais en plus le seul chiffre sur la question, c'est le taux de 25% qu'il y aura dans le futur quartier des Savoies. Vous savez, c'est le que on parlait ce soir, c'est le quartier qui est sur les anciennes friches de Thalès. Alors que sur le reste de la ville, on est à 50%. Et il était même un post sur les réseaux sociaux en expliquant que nous, on voudrait en construire trop et que ça romprait les équilibres de la ville. Alors, remettons les choses au clair. La partie ville nouvelle de Guyancourt a été bâtie sur un principe historique, celui de la mixité sociale. Dans des quartiers comme les Saules, les Garennes, Villaroy, Le Roc, lorsque vous vous baladez, je vous mets au défi de savoir quel immeuble est en accès libre et quel immeuble est en logement social. C'est le contre-modèle des cités, des grands ensembles que vous voyez dans toute la région parisienne, construits dans les années 50 à 70. C'est un modèle qui fait de Guyancourt une ville unique, un lieu d'expérimentation architecturale, une véritable utopie urbaine à l'époque où elle a été construite.
Nous sommes de ceux qui veulent préserver l'héritage et l'esprit de Billancourt. Samba en parlait aussi beaucoup tout à l'heure. Une ville où le logement est beau, de qualité, dans un environnement sain. Nous voulons faire du logement abordable un droit pour toutes et tous. Et puis, c'est quoi cette histoire? C'est quoi le problème avec le logement abordable? 2/3 de la population y est éligible. 3 millions de personnes sont sur liste d'attente. Ou votre future maire, d'ailleurs. Ce sont les fonctionnaires, les travailleurs essentiels qui font tourner ce pays, qui payent ses loyers. 2/3 des demandes de logement sur Billancourt sont du fait de Billancourtois eux-mêmes qui veulent rester sur la ligne. Et je dis à mes opposants, surtout à M. Barry, comment vous pouvez regarder dans cette campagne une personne qui est en détresse, on va regarder droit dans les yeux et dire « Oui, t'inquiète pas, on va trouver une solution pour ton logement », et dans le même temps, œuvrer pour la réduction du taux de logement social sous la vie. C'est une hypocrisie totale. Nous construirons du logement abordable et nous y répartirons évidemment dans toute la ville, notamment dans le nouveau quartier des Savoirs, où la ligne 18 va faire exploser les prix de l'immobilier. Nous maintiendrons l'équilibre historique de 50% de logements abordables à Billancourt sur toute la ville. Et nous relancerons la construction locative sociale. Nous lutterons contre la spéculation immobilière et la construction frénétique d'immeubles de bureaux, souvent laissés vides. Nous respecterons le principe zéro artificialisation de terre pour préserver nos terres agricoles et forestières en construisant la ville sur la ville. Nous ferons du nouveau quartier des Savoirs un exemple de ville durable, d'architecture innovante en favorisant les filières alternatives au béton et durables comme la pierre et le bois. Nous lancerons une grande réflexion sur le quartier des Chênes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le quartier des Chênes. Il n'y a pas grand monde qui y connaît parce qu'il n'y a pas grand monde qui y va en vérité. Le quartier des Chênes, c'est un quartier de bureaux qui est à côté des Saules. Vous voyez là maintenant? Donc, il y a notamment à l'entrée de ce quartier un immense immeuble désaffecté qui était squatté pendant un moment. Eh bien, ce quartier rempli de bureaux vides, nous en ferons un quartier mixte avec du logement, des bureaux et des équipements municipaux. Et j'imagine tout de suite la réaction de mes opposants sur cette dernière mesure. Ils m'expliqueront que les choses ont été faites comme ça, que ce qui est fait n'est plus à faire et ne peut être défait, que c'est impossible à changer. Alors moi, je vais vous dire, je suis un idéaliste. Et n'écoutez pas généralement les gens qui se targuent d'être des bons gestionnaires ou des personnes pragmatiques. Regardez le monde que ces gens-là, les responsables, nous ont laissé. La politique peut des grandes choses seulement et uniquement si elle est adossée à des idéaux. C'est cette recherche d'idéal qui nous a amené à consacrer une part entière de notre programme à l'alimentation. Donc vous avez compris, je vais vous parler d'alimentation maintenant. L'alimentation est au croisement de tous les enjeux de société. Le pouvoir d'achat d'abord, l'écologie, la santé et même la démocratie, parce que personne ne peut participer à la vie démocratique du pays avec un ventre vide. La première chose que nous changerons, c'est ça. Timing, et voilà. Effets spéciaux. Alors, ça c'est les cantines à Billancourt, c'est ce qui est servi. Et je vais sans doute vous étonner, mais cette situation n'est pas la faute de monsieur le maire. Et n'est pas la faute de la majorité municipale actuelle. Au contraire, la situation des cantines, j'y étais au conseil municipal, elle s'est plutôt améliorée. Moins de produits ultra transformés, une option végétarienne à chaque repas, des tarifs baissés. Et pourtant, à la fin, on a ça, après tout ce travail fait. Eh bien, il faut savoir que la nourriture qui est servie à Billancourt, elle vient d'une usine. Certains appellent ça une cuisine décentralisée. Moi, perso, j'appelle ça une usine. Parce que c'est un lieu où on fait à manger pour des dizaines de milliers d'enfants, pour des centaines d'écoles, qui est dans le Val d'Oise, dans mes souvenirs. Les plats arrivent froids dans les cantines et sont simplement réchauffés dans des grands bacs en aluminium. Donc la cuisine industrielle, elle ressemblera toujours à ça, peu importe le prestataire. Moi, je veux que les enfants, ils mangent bien. Parce que pour certains, c'est le seul repas équilibré qu'ils font de la journée.
je sais que ça va paraître ambitieux, mais dans notre programme, nous voulons réimplanter les cantines scolaires directement dans les écoles, comme ça se faisait avant. Nous moderniserons les cantines en mettant en place un système de réservation des repas sur le mois, parce qu'on a été largement interpellé déjà sur ce sujet, mais aussi parce qu'on veut limiter le gaspillage, respecter le choix éducatif des parents. Et moi, je vous le dis aux parents d'élèves, je veux que vous sachiez ce que mange votre enfant chaque mois. C'est un enjeu éducatif, mais aussi un enjeu démocratique et de transparence. Enfin, nous baisserons le tarif des cantines, avec une gratuité pour les premiers quotients familiaux, parce qu'en République, aucun enfant ne devrait avoir faim parce que ses parents rencontrent des difficultés financières. Pour alimenter nos cantines, nous réimplanterons du maraîchage bio sur la ville. Jacques en parlait tout à l'heure, sur des terrains municipaux, mais aussi sur des terres agricoles actuellement exploitées en agriculture essentiellement céréalière, exportatrice, où c'est bourré de pesticides. Et là encore, je veux vraiment me réjouir cette fois-ci du programme de Monsieur le maire, parce que cette proposition, on la porte depuis des années. On nous disait que ce n'était pas possible. Et aujourd'hui, ça se retrouve dans son programme. Donc, même pas encore élu, notre liste a en fin de compte déjà obtenu une victoire sur la ville. Bon, sauf si la droite passe. Hein. Alors, enfin, sur l'alimentation, dernière mesure, et je crois que c'est Amira qui en parlait tout à l'heure. Effectivement, je vais développer un peu. C'est le supermarché municipal solidaire. Alors, à Guyancourt, la grande distribution, Carrefour, Aldi, Super U, je ne crois pas en oublier, Grand Frais, ont un quasi-monopole sur la vente alimentaire. Ils en profitent pour augmenter leurs prix, leurs marges, et généralement, c'est les Guyancourtois qui sont victimes de ce racket. Eh bien, eux, on va leur faire de la concurrence. Mais cette concurrence, elle ne reposera pas sur la recherche absolue du profit et de marge pour des actionnaires. Mais elle reposera sur le principe de, petit accessoire, la sécurité sociale de l'alimentation. Je sors ma carte vitale parce que la sécurité sociale, c'est quand même un sacré truc que nous, on a gagné à gauche et avec les syndicats. Le principe, c'est que chacun paye en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Alors, comment on applique ça à un supermarché? Eh bien, des prix plus faibles pour ceux qui sont en difficulté, des prix légèrement plus élevés pour ceux qui en ont les moyens. C'est le principe humaniste, universel, de la solidarité appliquée aux courses du quotidien. Et dans tous les cas, tout le monde paiera moins cher, parce que dans cette structure, il n'y aura pas de profit, et elle sera gérée par et pour les habitants. Enfin, sur l'alimentation, patientez, je fais la moitié du discours. Nous planterons dans toute la ville des arbres fruitiers et mettrons en place des jardins partagés. Là aussi, Jacques en parlait. Car le fruit ou les légumes le moins cher, ça reste celui qu'on peut cueillir en bas de sa rue. C'est ça l'écologie populaire. Et d'ailleurs, chose très drôle, en regardant le programme de M. Barry, je voyais qu'il annonce le chiffre de 1 policier municipal pour 1500 habitants. C'est énorme, hein, je ne sais pas comment il va financer ça. Mais en face de ça, nous, on a un chiffre qui lui ressemble dans notre programme, c'est qu'on veut un jardin partagé pour 1000 habitants. On voit un peu les différences d'orientation. Mais moi, je n'ai pas de tabou et venons-en à la question de la sécurité. Se sentir en sécurité devrait être un droit pour tout habitant de notre pays. Et trop souvent, la gauche a cédé aux analyses et aux solutions répressives toutes pourries de la droite, qui n'ont jamais marché. D'abord, quand on parle de sécurité, bonne soirée, je fiche la honte à tout le monde comme ça pour être sûr que vous restez tous dans la salle. D'abord, quand on parle de sécurité, il faut parler de toutes les questions. Et Juliette, je te remercie d'en avoir parlé d'une, de la question de la violence faite aux femmes. L'insécurité, ça peut aussi être
ce qui se passe au sein d'une famille. Et la maison des femmes, ça sera concrètement une de nos solutions pour réduire cette insécurité sur la ville. Mais surtout quand on parle de sécurité, il faut avant tout penser aux moyens de prévenir l'insécurité. Prévenir, la prévention. Voilà ce qu'il faut faire. S'attaquer à la racine du problème. Un jeune qui bascule dans la délinquance, au mieux ce que vous arrivez à faire avec plus de policiers municipaux, ça va être de l'attraper une ou deux fois et de le punir. Mais ça ne change absolument rien au parcours de vie qui l'a amené à cette situation. Au contraire, les chiffres prouvent plutôt que le plus on met les jeunes en prison, le plus il y a récidive derrière. Forcément, c'est un bon endroit pour apprendre tout un tas de choses, la prison. Un ami de la famille que j'ai croisé dans la rue l'autre jour me disait, quand ils ont fermé le point jeune dans notre quartier, au Saul, l'année d'après, il y a 5 jeunes qui sont partis en prison. Ça me rappelle cette phrase de Victor Hugo qui disait « si vous ouvrez une école, vous fermez une prison ». Et moi, je ne veux pas me résigner à ces vies détruites, à ce gâchis terrible pour notre société. La prévention, c'est avant tout les moyens humains et du dialogue avec les habitants. La sécurité à Guyancourt avec nous ne sera plus seulement une réponse à l'incident, mais une présence qui l'empêche de naître. Oui, c'est une phrase d'Adi Mamed, je le salue. Il faut de la présence policière, mais notre modèle, c'est la police de proximité, au contact des habitants. Nous réorganiserons les patrouilles à pied, à vélo, pour une présence stable, identifiée dans chaque quartier. Mais notre premier but sera l'émancipation de la jeunesse guyancourtoise. Nous doublerons le nombre d'éducateurs spécialisés sur le terrain et réouvrirons les points jeunes dans tous les quartiers, avec des animations, de l'orientation. Et on en fera des lieux qui pourront être gérés par et pour les jeunes. Moi, j'ai grandi à Guyancourt, comme Samba. Et je dois tout à cette ville. Alors, je vais vous faire une confidence, quand je suis arrivé, j'arrêtais pas de pleurer. Parce que j'avais 8 mois. C'est ce qu'on fait à cet âge-là. Mais très vite, mes parents ils ont obtenu une place en crèche. J'ai pu ensuite faire toute ma scolarité. Ma maternelle, ma primaire, université, puis le lycée hôtelier, qui m'a permis de faire le plus gros de ma carrière professionnelle. J'ai conscience de la chance que représente ce parcours. Je sais combien les opportunités de la ville nouvelle y ont contribué. Et c'est précisément ce que je veux, que ces mêmes opportunités s'offrent à toutes et tous. Je voulais profiter de ce moment pour remercier le mandataire financier de notre campagne. Je ne sais pas où il est, mais il est dans la salle. Il s'appelle Samuel Torero. Et c'est lui qui, lorsque je bloquais mon lycée avec des amis contre la réforme des retraites de Sarkozy, c'est pas la dernière, c'est pas celle d'avant, c'est encore celle d'avant. C'était il y a maintenant 16 ans de cela. Il est venu me voir, il m'a dit « Seb, si tu t'engageais pour aller un peu plus loin ». Eh bien, cette rencontre a changé ma vie. Donc, merci encore à lui et merci à Clément. Alors, nous, on était du genre très activiste et antifasciste. Et depuis longtemps, les Yvelines sont une frontière, ou plutôt une première ligne, face à l'extrême droite. Et cela sera également un des combats de notre municipalité. Contre le racisme, contre la haine qui ronge notre société, nous voyons la municipalité comme un rempart à ce marasme déprimant et nauséabond. En tant que maire, je proposerai le seul horizon qui vaille, la solidarité, l'entraide et le respect. Depuis quelques années, on me demande souvent d'ailleurs, vrai truc, t'es de quelle origine? Je pense que les gens qui ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas trop deviner. Des fois, on me dit italien, espagnol, marocain, tunisien, algérien des fois aussi. Mais
Ce soir, je vais vous percer le mystère de mon origine. Je suis de Guyancourt. Et plus sérieusement, je n'aime pas du tout cette question « t'es de quelle origine ?» Cette question, elle revient à dire en fin de compte qu'on n'est pas tout à fait français. Et moi, je vous dis une chose, on n'est pas originaire de l'immigration. On est héritier de l'immigration. Parce qu'un héritage, non seulement ça se transmet, mais aussi ça se porte avec fierté. Et qu'il le veuille ou non, l'histoire de la nation, c'est notre héritage. La nouvelle France que nous bâtissons, c'est une France qui accepte tous ses enfants, qui regarde son histoire sans fantasme, sans haine, et qui est capable de garder la mémoire de celles et ceux qui ont bâti notre beau pays et lui ont permis d'avancer. Alors, je vous le dis, je suis cambodgien du côté de mon père et polonais du côté de ma mère. Les vagues migratoires sont parfois le résultat d'événements tragiques, comme les guerres, les famines et du pire, la colonisation. Mais de la tragédie et de cette histoire est née une société unique au monde qu'on appelle la France. La nation est universelle. Elle est une construction politique et non ethnique. Et elle peut se résumer en une devise: liberté, égalité, fraternité. Je voudrais saluer le travail des élus du Réveil citoyen qui ont porté plusieurs propositions pendant leur mandat et que nous faisons nôtres aujourd'hui. Nous organiserons pendant notre mandat un grand festival des mémoires chaque année pour faire vivre le devoir de mémoire sur les événements tragiques de notre histoire, mais aussi sur leur réussite et sur les luttes politiques et populaires qui font notre histoire. Notre mairie sera antiraciste et accompagnera toute victime de racisme et de discrimination dans leur démarche, notamment juridique, en tenant des permanences téléphoniques pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits. À Guyancourt, nous renforcerons le vivre ensemble. Créer de l'échange et du partage, c'est par exemple le retour des fêtes de quartier, qui ont été supprimées, la multiplication des séjours pour les jeunes et pour les seniors, des événements quotidiens pendant l'été, avec le renforcement de Vive l'été à Guyancourt, et une mesure très importante qui tient beaucoup à cœur à Sami Boussaïb, je ne sais pas s'il est dans la salle, je ne l'ai pas oublié non plus, il n'est pas là, plein de gens malades aujourd'hui, avec la mise en place d'un Guyancourt plage. C'est... Vous voyez le principe ou pas? C'est un lieu, il y a des animations, il y a de l'eau, etc. On fera également un foyer pour le senior, Adelaine, il en parlait tout à l'heure, et on créera ce fameux grand réseau d'entraide intergénérationnelle. Et je le redis, j'ai pris des bouts de mon intervention, en finançant le permis de conduire des jeunes qui s'y investiront, tout simplement. Le lien humain et la solidarité, voilà ce qui fait une société viable. Non, pas obligé d'applaudir. Alors, grandir et s'émanciper à Guyancourt, profiter d'un cadre naturel préservé, rencontrer ses voisins, s'entraider. Voilà en gros l'esprit Guyancourt que nous souhaitons faire vivre. Mais nous savons que la réussite de nos projets dépendra de celles et ceux sans qui la mairie ne serait qu'un bâtiment vide. Je veux parler, bien sûr, pour finir, des agents municipaux. Je voudrais leur adresser un message. Tu le disais, Eric, tout à l'heure, toute ma vie, j'ai été syndicaliste. J'ai toujours été convaincu que, entre collègues, au travail, il fallait se serrer les coudes pour faire respecter ses droits. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent les richesses dans ce pays. Ce sont les agents du service public qui font vivre les services publics. Alors si je suis maire, je deviendrai employeur. Et ce rôle, je l'assumerai pleinement. Nous mettrons fin aux contrats de vacation. Vous savez, ce sont des contrats très courts, renouvelables à l'infini, pour toutes les missions pérennes. Nous réduirons la part des contractuels dans les effectifs de la mairie et nous accompagnerons les agents vers la titularisation. Nous ferons de la prévention des risques au travail une priorité, notamment des risques psychosociaux liés à la surcharge de travail. Mais enfin, il y a un dernier élément,
nous limiterons le recours à la sous-traitance, et notamment en mettant fin à la sous-traitance du nettoyage dans les établissements de la ville. Pourquoi cette sous-traitance, je veux y mettre fin? Ces entreprises, je les connais très bien, je me suis longtemps battu contre elles dans l'hôtellerie. Elles reposent souvent sur des femmes, en contrat à temps partiel, avec des contrats de quelques heures, qui font qu'elles sont obligées de de prendre les transports pour aller d'un bout à l'autre de la région parisienne. Elles font des heures pas possibles, elles ont une surcharge de travail, et surtout, elles travaillent sur le même lieu que les agents du service public, mais elles n'ont pas leur statut, pas leurs évolutions de carrière, pas accès à la représentation du personnel, pas accès globalement aux mêmes droits que leurs collègues. Alors avec nous, l'ensemble de ces femmes de ménage seront embauchées, transférées dans le service public, où elles pourront avoir une carrière et être respectées. On ne peut pas construire des services publics, faire fonctionner une municipalité sur la sueur de travailleurs exploités. Alors je conclus. Notre liste, vous l'aurez compris, c'est une liste de militants et militantes engagés, qui aiment leur ville et qui veulent la voir changer. Mais si nous voulons que cette ville change, eh bien d'abord, il faut qu'on aille voter en nombre. Guyancourt est une des villes les plus abstentionnistes du département. Et souvent, ce sont les nôtres qui ne vont pas voter, car ils sont dégoûtés de la politique et qui pourraient leur en vouloir. Le pouvoir en place, le président de la République, le Premier ministre, Le Pen, Bardella, la droite, tous ces gens, eh bien, ils aimeraient bien qu'on n'aille pas voter. Ils aimeraient bien qu'on baisse les bras. Ils aimeraient bien qu'on se taise. Parce que quand les gens ils ne vont pas voter, ces gens-là, ils gardent leur pouvoir. Alors, si on veut qu'on ait des services publics à la hauteur de nos besoins, il faut que Guyancourt vote. Si on veut une ville féministe, antiraciste, inclusive, solidaire, il faut que Guyancourt vote. Si on veut que chacun et chacune trouve sa place, jeune, moins jeune, senior, alors il faut que Guyancourt vote. Enfin, si on veut une ville résiliente qui s'adapte au bouleversement climatique, eh bien, il faut que Guyancourt vote. Car si Guyancourt vote, Guyancourt gagne. Mais maintenant, et un dernier mot pour dire merci beaucoup à l'ensemble